Salam alaikum. Bonjour les amis, bonjour mes chers, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bonjour dans cette nouvelle vidéo. On va commencer dans cette nouvelle vidéo un nouveau module qui est consacré au module de traduction. Pour deuxième année, L2, spécialité langue française. Comme vous voyez devant vous cette liste, on va parler au début, comme d'habitude, on va donner une petite définition du concept bien du module traduction, qui est un module, bien sûr, on parle de traduction de la langue française ou bien de la langue française à la langue arabe, ou bien le contraire, vice versa. La traduction, je voulais juste donner, c'est-à-dire une petite, comment dirais-je, une sorte d'anecdote par rapport aux traductions et son apparition et son développement c'est-à-dire dans les différents, c'est-à-dire les différentes périodes historiques, et donner une petite idée par rapport à ce concept et cette faculté. La traduction, c'est lorsqu'on veut définir la traduction, c'est on est obligé d'utiliser ou bien de parler de l'interprétation, c'est-à-dire traduction. Si la traduction, lorsqu'on dit traduction, elle est liée à ce qu'on appelle cette méthode qui est l'écriture, on traduit des textes, c'est-à-dire d'une façon manuscrite. Mais ça va, comment dirais-je, ça va pas nous tarder ou bien nous empêcher de parler de l'interprétation. C'est-à-dire les deux méthodes ou bien les deux manières, les deux, on peut dire aussi les deux outils utilisés, parce que sont liés l'un à l'autre et on ne peut les séparer que si, c'est-à-dire une situation, bien une situation de communication, bien un sujet nous force de faire cette séparation. Par rapport à la traduction et son développement, c'est-à-dire sur l'axe, je dirais diachronique, la traduction est, lorsqu'on cherche, c'est-à-dire la première utilisation de cette faculté, la première utilisation par l'homme, parce qu'on sait bien que c'est une faculté humaine. Alors, on cherche et on chevauche dans les livres, et dans les annales et dans les manuels scolaires, et partout, on n'arrive pas à trouver, c'est-à-dire la naissance exacte de cette méthode. Mais je pense qu'on n'est pas obligé de tracer c'est-à-dire ce concept et cette méthode. On peut définir ou bien concrétise que cette méthode elle est liée à un comportement humain. D'après, c'est-à-dire, on sait bien que l'homme a été toujours, il voulait toujours conquérir et voyager et découvrir c'est-à-dire le monde, et connaître, et c'est ça, il a cette curiosité de connaître et de découvrir.
Alors, on peut dire que la traduction, elle a le même rôle comme la langue, comme, comme c'est-à-dire le droit de réfléchir, le droit de donner votre avis, le droit d'exprimer, le droit euh, de, de faire des amis, de fréquenter les gens, etc. Alors, je pense que c'est un outil, si je pourrais dire, je dirais que c'est un outil cognitif lié à c'est-à-dire à la manœuvre, qui est une manœuvre, je dirais euh, cérébrale, c'est-à-dire en relation avec le cerveau, avec ce qu'il a comme vertu, comme connaissance, c'est ça. On peut dire que la traduction, elle existe depuis c'est-à-dire la nuit des temps, c'est-à-dire en référence c'est-à-dire à l'aspect historique dont on ne peut, c'est-à-dire donner exactement la date précise, mais lorsqu'on lit l'histoire, lorsqu'on on voit dans les manuscrits des civilisations, par exemple la civilisation égyptienne, ou bien la civilisation, c'est-à-dire phénicienne, la civilisation romaine, la civilisation de la Mésopotamie, c'est-à-dire on trouve que euh, c'est-à-dire il y a dans toutes les civilisations, si on parle de la civilisation de la Mésopotamie, c'est vraiment oui, c'est-à-dire que cette méthode a été, elle a été utilisée depuis par nos ancêtres depuis, c'est-à-dire on peut dire euh, depuis l'Antiquité, puisque ou bien depuis l'apparition de l'homme sur Terre, parce que il y a ce qu'on appelle le contact. Et aussi je peux dire juste un mot que si on prend par exemple, on fait dans notre tête la conception c'est-à-dire la rencontre de Christophe Colomb avec les Indiens en 1400, je crois 90, je crois 92 ou bien. C'est-à-dire lorsqu'on fait la conception de ce premier contact entre Christophe Colomb et les natifs, les Indiens de la Nouvelle-Terre, comme fut appelé à cette époque, Colomb, c'est-à-dire avec les natifs américains, fut, c'est-à-dire le peuple qui s'appelait le peuple Arawak des Bahamas. Alors, dans ses mémoires, Colomb, il dit que ils ont entré, ils étaient obligés c'est-à-dire de un des deux clans, soit euh, lui et les membres de l'équipage, euh, ou bien les natifs qui sont en train de les observer, étonnés par ce premier contact entre l'homme blanc et les natifs. Alors, il fallait qu'un des clans, c'est-à-dire il doit prendre l'initiative et faire un geste ou bien quelque chose, mais on peut, c'est-à-dire imaginer que le contact entre les deux fut un peu l'incompréhension reine, ça c'est un, et aussi euh, que l'un des deux clans a réagi, par exemple. Euh, il a, par exemple, le premier contact, c'est-à-dire les premiers, par rapport aux membres de l'équipage, dont Colomb était le chef, ils ont, bien sûr, ils ont présenté quelque chose, des cadeaux, bien des fleurs, comme ça, pour que le contact et le courant passent. Et on peut imaginer que les autres, ils ont réagi ou bien ils ont interprété ça par un geste de complaisance. Alors ils ont aussi fait le même geste comme courtoisie. Je pense que ici on parle pas de contradiction, on parle de contact.
Et ici, si vous permettez d'ouvrir une petite parenthèse et dire que le mot traduction, c'est un mot moderne. Parce que on n'a pas la preuve que cette traduction, elle est apparue, bien, elle a une date précise qui est présente dans une telle civilisation ou non. Mais d'après notre compréhension, on comprend que il y avait toujours ce qu'on appelle un contact entre deux langues différentes, deux cultures différentes ou bien deux civilisations. C'était le mot contact qui régnait depuis la nuit des temps, c'est-à-dire l'apparition de l'homme. Lorsqu'il entre en contact avec l'autre, c'est ça. Alors, on peut dire que le mot traduction était juste un mot lié à la modernisation, ou bien à la modernité qui est en relation avec les contraintes, je dirais les contraintes idéologiques et esthétiques dont vivait l'homme et qui est, c'est-à-dire toujours comment dirais-je, en provocation et en effervescence, c'est ça. Je termine juste par rapport à ce contact entre Christophe Colomb et les natifs des Bahamas. Alors, dans ces mémoires, Colomb, ils disent que on était obligé c'est-à-dire de les faire obéir à notre volonté. Alors, il nous a pas fallu plus de 50 hommes pour les soumettre. Et il dit aussi que je crois qu'ils feront d'excellents esclaves. Parce que si on sait bien que cette époque, c'était, je dirais, c'était la naissance aussi de cette terrible, je dirais, cette terrible manière de traiter l'être humain. Et lorsqu'on lit aussi les mémoires de Christophe Colomb, il dit que je leur ai montré une épée qu'ils ont pris par la main. Parce que c'était la première fois dont ils voyaient une épée. Alors, ils se sont entaillés les mains par ignorance. Vous voyez que ici, juste pour donner l'aspect historique par rapport à la traduction et l'interprétation, j'ai voulu vous partager cette histoire avec vous pour montrer que la traduction elle est toujours, comment dirais-je, si on parle de l'interprétation. Mais puisque on est en train d'étudier la langue, alors il vaut mieux c'est-à-dire d'entamer, c'est-à-dire le concept par la traduction, et puis si on arrive à connaître ou bien à étudier l'interprétation, c'est bien. Bon, je pense que ici on a donné une petite introduction à ce module, et maintenant c'est-à-dire on va passer c'est-à-dire aux cours qui sont programmés pour cette année, deuxième année licence, module traduction. Comme vous voyez devant vous dans cette page qui se défile devant vous, on a définition le premier cours. Vous aurez comme définition de concept traduction, puis vous avez le but de la traduction la plus utilisée au sein de la société contemporaine, bien sûr,
types de traduction, les avantages de la traduction automatique et humaine, les étapes et procédures de traduction, les valeurs des phrases au présent, parce qu'on sait bien que le présent est utilisé par le traducteur lorsqu'il commence à rédiger cette traduction, les connaissances nécessaires pour une bonne traduction, les procédés de traduction, les qualités d'un traducteur. Je pense que ce sont des concepts qui sont faciles à les retenir, ils ne sont pas compliqués. Point, virgule, et on commence notre premier cours qui est définition du concept de traduction. Bon, d'abord, dans la définition de traduction, il faut savoir que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire de faire connaissance à un texte, ou bien vous allez travailler avec un texte et que vous devez le traduire. C'est-à-dire la traduction, elle nécessite, si vous voulez traduire c'est-à-dire si la première langue, la langue de départ, c'est la langue française, alors vous devez avoir un lexique par rapport à cette langue. Et surtout un lexique qui est bien, un lexique, je dirais bien riche, parce qu'il s'agit d'une traduction. Vous pouvez, sinon le texte il va avoir comment dirais-je, une incompréhension, ou bien il va avoir un sens qui n'est pas, c'est-à-dire adéquat ou bien compatible avec la langue de départ. Si par exemple vous traduisez de la français à l'arabe, et aussi l'arabe, vous devez aussi encadrer, avoir une connaissance de cette langue. Alors c'est vice versa. Vous devez avoir dans les deux langues une connaissance, ou bien un lexique, je dirais un lexique qui est un lexique présentable, un lexique digne d'un étudiant universitaire. Je ne dis pas un traducteur, parce que vous êtes juste, c'est pas votre spécialité, c'est juste un module que vous devez l'encadrer, c'est-à-dire et le connaître de A à Z. Bon, la traduction. Définition. La traduction est le fait de traduire ou bien d'interpréter le sens d'un texte dans une langue, entre parenthèses source ou langue de départ, avec l'équivalence sur le sens. Langue, vous écrivez point virgule, langue de départ, flèche, langue ciblée, c'est-à-dire langue d'arrivée. Le but de la traduction est d'établir une équivalence entre le texte de langue de source et de celui de la langue ciblée, et de rendre le texte compréhensible. C'est ça le but. Sur le marché du travail, il y a deux types de traduction, c'est-à-dire lorsqu'on parle de la traduction utilisée actuellement au sein de la société par les traducteurs, les plus utilisés, je dirais, comment dirais-je, la plus réputée, non, je dirais, la plus utilisée, c'est ça. C'est la langue, on a deux, soit la pragmatique, soit la littéraire, soit une traduction littéraire. Alors, c'est forcément la pragmatique, parce que la littéraire, c'est une langue qui possède un niveau oratoire, un niveau bien élevé, bien haut de langue, de lexique, dont, c'est-à-dire la majorité, ou bien monsieur tout le monde, ne possède pas cette faculté. Alors, les traducteurs, ils se réfèrent à la traduction pragmatique, tout simplement. Et voilà, les traducteurs travaillent sur les textes pragmatiques. Maintenant, les types de la traduction. Entre les types de traduction, on a trois types de traduction. La traduction humaine, la traduction automatique et la traduction assistée par une machine. La traduction humaine,
est la forme de traduction où le traducteur humain rend le texte source en une langue cible sans aucune intervention de machine, entre parenthèses, ordinateur, logiciel, programme, etc. 2. La traduction automatique, elle est née à la fin de la Seconde Guerre mondiale et utilisée pour la première fois par l'armée, bien sûr. Et c'est d'après le nom, on arrive à donner la définition, c'est la forme où le traducteur humain rend le texte de source à une langue ciblée, bien sûr, ici avec l'intervention d'une machine. C'est ça la différence. Et puis, 3, la traduction assistée par par une machine, c'est, dans la traduction automatique, c'est une traduction qui se fait, c'est-à-dire toute seule. Par exemple, si on parle de cette machine qui est la Google Translate, ou bien traducteur, Google Traducteur, c'est un programme ou bien une machine qui traduit, bien sûr, par l'intervention de l'homme. Ici, on parle de traduction automatique. Ou bien, c'est une traduction, assistée. Elle n'est pas automatique. Pourquoi? Parce que l'homme, s'il ne fait pas, c'est-à-dire, il intervient pas, il va pas avoir le texte final, le produit final qui est la traduction d'un texte. Alors, il fallait qu'il intervienne. Alors, on parle de traduction assistée par une machine. Mais la traduction automatique, elle est faite toute seule. Elle est faite toute seule. Je donnais un exemple. Par exemple, il y a des programmes et qui font des traductions, c'est-à-dire sans l'intervention de l'homme, mais il faut savoir qu'il y a à préalable, c'est-à-dire que la main de l'homme a été l'œuvre de cette traduction automatique, parce que c'est la conception, elle revient à l'homme. C'est-à-dire la traduction automatique, elle se fait seule, sans l'intervention de l'homme. Et puis on passe à ce qu'on appelle les avantages de la traduction automatique. Mes amis, il faut bien savoir que ce sont des résumés, il faut bien les retenir et c'est facile à les mémoriser. Par exemple, lorsqu'on parle des avantages de la traduction automatique, on a la vitesse, l'accessibilité, le coût, la confidentialité, l'objectivité, l'homogénéité avec H et l'universalité. Et puis, 2, les avantages de la traduction humaine. C'est la qualité en traduction et la possibilité de traduire à des langues rares. Ensemble. Ici, si on fait la comparaison entre les deux, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la traduction machine ne substitue, c'est-à-dire elle ne remplace pas la traduction humaine malgré son efficacité et sa rapidité. C'est ça. Point à la ligne, maintenant on parle des étapes de la traduction, bien les procédures utilisées dans une traduction. 1. La lecture et compréhension, c'est-à-dire le traducteur, pour traduire un texte, il doit avant tout lire et comprendre le texte de départ. Puis 2. L'analyse, dans l'analyse, on pose les fameuses questions. 1. De quoi parle le texte? 2. De quel genre de texte? 3. Quand le texte a-t-il été écrit? 4. Où le texte a-t-il été écrit? Et dernière question, c'est pourquoi le texte a été écrit. Et puis on a 3, les mots difficiles. Alors le traducteur, il doit aussi, repérer les mots qui sont difficiles et mettre un brouillon à part. Comme ça, chaque mot, il va donner son équivalent dans l'autre langue. Et 4, la traduction
dans la traduction, il doit, c'est-à-dire l'élément 4, il doit faire une relecture et du premier, il doit faire une relecture, oui, c'est-à-dire du texte, c'est-à-dire, oui, première relecture du texte, qui est le texte, c'est-à-dire le produit final, pour voir s'il y a des choses qui manquent, il y a de fautes grammaticales, c'est-à-dire il va appliquer ce qu'on appelle les trois méthodes qui sont la sémantique, au niveau sémantique, au niveau syntaxique, au niveau contextuel, au niveau morphologique et au niveau grammatical. Et même il doit faire attention au sens. Parce que c'est très important dans la traduction que le sens doit être équivalent ou bien adéquat ou bien, comment dirais-je, compatible. C'est ça. Dans la cinquième étape, il doit prendre un repos comme ça pour changer les idées, comme ça pour changer l'air, les idées, réfléchir et actualiser les idées. Et pour lorsqu'il revient, il revient avec une vivacité, une énergie pour continuer la traduction et arriver à une traduction parfaite et bien acceptable, c'est-à-dire. Et le sixième élément, relecture de la traduction. Il doit relecture cette traduction, ce produit final. Il doit vérifier s'il y a des erreurs, s'il y a des ajouts ou bien des suppressions. Bien sûr, on parle des mots ou bien des concepts. Il doit vérifier tout cela. Et enfin, le septième élément, c'est la comparaison. Il va faire la comparaison par rapport à quoi? Bien sûr, par rapport au sens. C'est-à-dire, lorsqu'on fait la comparaison, on a traduit du français à l'arabe, on doit garder le même sens du sujet, bien sûr. Maintenant, on arrive à ce qu'on appelle les valeurs de phrases. Les valeurs, c'est-à-dire les valeurs de phrases en présent. Le présent est utilisé, bien sûr, le traducteur, c'est-à-dire il est devant un texte dont il peut avoir tous les temps. Il peut avoir tous les temps. Il peut faire la traduction d'un texte, par exemple d'un paragraphe, d'un roman, dont on sait bien que le temps qui règne omniprésent dans le roman, c'est le passé simple, n'est-ce pas, ou bien l'imparfait. Alors, il est obligé de connaître les temps. Mais ce que vous avez comme qui est programmé pour cette année, vous devez connaître les valeurs du présent. On a un présent momentané, 2 le présent proche ou bien simple, 3 présent immédiat, et le quatrième présent, c'est le présent de la narration. On va entamer avec le présent de momentané. Vous allez le connaître par des exemples. Parce que lorsqu'on parle de présent, ici mes amis, si on parle c'est-à-dire du temps simple, dans la conjugaison, on a presque dans tous les temps, on a un présent. Si on parle du présent de l'indicatif, on a le présent de l'indicatif, on a le présent de l'imparfait, on a le présent du passé simple, on a le présent du futur, ce qu'on appelle, on a le présent du conditionnel, on a le présent du subjonctif, on a le présent de l'impératif, c'est-à-dire il y a plusieurs présents. Mais ici, par rapport au présent momentané, il y a aussi le présent, comment dirais-je, participe présent. On a le participe présent, on a le présent de l'infinitif, etc. C'est-à-dire il existe différents présents. Ici, vous devez retenir le présent 1, le présent momentané.
On dit par exemple, en ce moment, je regarde la TV, la télévision. C'est un présent momentané. 2. Présent proche, simple, il a deux appellations, on dit proche ou bien simple. Il a deux appellations. On dit je ferme la fenêtre. Présent immédiat, ou bien annexé, on dit je dors, ou bien il dort. Vous devez les connaître par exemple, par des exemples. Maintenant, quelles sont les connaissances nécessaires pour la traduction? C'est-à-dire un traducteur qui doit procéder, ou bien à cette méthode, il a besoin de plusieurs outils. Par exemple, parmi ces outils, on cite les dictionnaires, les connaissances syntaxiques, 3. Les connaissances sémantiques et les connaissances contextuelles. Il doit aussi savoir la définition du pragmatique, qui est la pragmatique qui s'occupe de la cohérence générale des éléments sémantiques entre eux. Par exemple, ça dit le sens. Alors on doit évoquer l'exemple, par exemple, je dirais, alors que Marie parlait, Jean buvait ses paroles. Je répète, alors que Marie parlait, à l'imparfait, parlait, verbe conjugué de plein parfait, AIT, Jean buvait, la même chose, l'imparfait, ses paroles. On remarque que ici, au niveau, c'est-à-dire syntaxique, la phrase elle est correcte. Alors que Marie parlait, Jean buvait ses paroles. On a un adverbe, on a un pronom relatif que, on a un nom, on a un verbe, on a un nom propre, on a un verbe, on a un pronom possessif et on a aussi un nom. C'est-à-dire au niveau syntaxique, elle est correcte. Au niveau sémantique, les mots, ils ont des significations, il n'y a pas de problème. Ce ne sont pas des mots qui appartiennent pas à la française. Au niveau contextuel, on a je dirais, une phrase, elle est bien, comment dirais-je, elle incarne la cohésion et la cohérence. Mais sur le niveau pragmatique, elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas imaginer que quelqu'un boit des paroles. C'est pour ça on dit on boit de l'eau, on boit quelque chose qui est liquide, qui est par exemple c'est-à-dire elle est c'est-à-dire comestible. On ne peut pas imaginer ça. Alors, c'est au niveau pragmatique, elle est fausse. Sauf si l'auteur veut dire, ou bien employer, il veut dire par buvez ses paroles, c'est-à-dire il veut introduire ce qu'on appelle une figure de style. Ah, dans ce cas-là, le sens, il va prendre une autre allure. Bon. Maintenant, on va parler de deux grands tomes de la traduction. Le premier, c'est John Darbelnay, 1904-1990. C'est un professeur d'université de Laval, Canada, spécialiste dans l'étude comparée entre français et anglais. Et le deuxième, c'est Jean-Paul Vinaille, 1910-1999. C'est un phonéticien et linguiste, un polyglotte, un pédagogue, c'est un dessinateur, musicien, et un traducteur, il est traducteur aussi. C'est le chef de l'université de Montréal, et c'était un linguiste aussi. Alors, par rapport à ces deux hommes, ils ont créé ce qu'on appelle les procédés de la traduction. Mais ils ont créé, ils ont rédigé un livre intitulé
stylistique comparée entre le français et l'anglais, qui bien sûr qu'il résulte ou bien il inclut ce qu'on appelle les fameux procédés de traduction. Mais ces procédés, ils étaient comment dirais-je, ils étaient contestés par le linguiste Veillier. C'est ça. Bon, les procédés sont répartis sur deux grands thèmes. C'est la traduction directe et la traduction oblique. Dans la traduction directe, on a ce qu'on appelle, on a trois éléments, l'empreinte, le claque et la traduction littérale. Et dans l'oblique, on a ce qu'on appelle la traduction transposition, la transposition, et la traduction avec modulation, et la traduction par l'équivalence, et la dernière, c'est la traduction par l'adaptation. Bon, on va commencer par l'introduction directe. 1. L'empreinte. L'introduction, traduction par empreinte. Dans ce procédé, signifier ne traduit, c'est-à-dire vous devez pas, il n'y a pas de traduction. Signifie ne pas traduire et laisser c'est-à-dire le mot, bien l'expression, bien le texte tel qu'elle est, l'expression telle qu'elle est ou bien le texte tel qu'il est. Du départ à l'arrivée. Exemple, on dit par exemple, on prend des mots comme exemple, on dit fiesta, reste, on peut pas reste comme ça, fiesta. Le ramadan, c'est un concept avec prononciation, avec l'écriture, on ne fait pas de traduction. Football, mazout, etc. Il y a beaucoup de mots qui sont utilisés, c'est-à-dire dans les deux langues, les mêmes. Ça, c'est la traduction par emprunt, l'emprunt. 2. La traduction par claque. Ce procédé signifié, c'est-à-dire il traduit littéralement le mot ou l'expression, c'est-à-dire une copie de l'original. Par exemple, on dit the Cold War en anglais. Cette expression veut dire la guerre froide. Science-fiction, bien science fiction, ilm al-khayal, etc. 3. La traduction littérale. La traduction littérale, c'est je dirais, c'est un procédé qui signifie traduire le mot, c'est-à-dire mot à mot, sans changement sur, c'est-à-dire la syntaxe, au niveau syntaxe. Exemple, on dit, il a analysé le texte. Et puis on passe au deuxième procédé, c'est la traduction par oblique. Dans la traduction par oblique, on a la transposition. C'est un procédé qui signifie qui entraîne un changement de catégorie grammaticale d'un mot ou bien d'une langue à l'autre. C'est-à-dire on doit faire le changement. Il y a un changement. C'est-à-dire par rapport à la langue de départ et la langue de ciblée, bien la langue d'arrivée, on peut dire le mot il n'a rien à voir. C'est-à-dire je dirais un changement total ou bien une autre interprétation ou bien du concept, un changement qui n'est pas c'est-à-dire habituel à d'autres traductions. On dit par exemple à vendre. En arabe, on dit lil bay'. Vous voyez, il y a un grand changement. C'est ça la traduction par transposition. Si par exemple, on va faire une comparaison. Par exemple, s'il s'agit de l'empreinte. Dans l'empreinte, dans traduction directe, on dit par exemple fiesta, ramadan. Non, je prends la traduction par claque, le claque, 2. On dit cold war. Cold war, on va traduire le mot à mot. Par exemple, la guerre froide. Cold signifie war, cold signifie froide.
Mais dans cette traduction, deuxième procédé qui est la traduction par oblique, transposition, on a il y a un changement grammatical sur le mot, sur le classe de mots. À vendre, c'est-à-dire elle devient l'ilbay'. C'est-à-dire en anglais on dit for sale, c'est-à-dire vous constatez qu'il y a il y a rien à voir avec la langue de départ. À vendre, l'ilbay', bien en anglais for sale. Alors, il y a une grande différence parce que si le mot, par exemple, si on a une traduction par claque, on dit à vendre en arabe, si on fait la traduction en arabe, dans cet exemple, à vendre, en arabe, on ne dit pas l'ilbay', on dit à vendre, à vendre. Au lieu de dire l'ilbay', on dit à vendre. Je pense que vous m'avez bien suivi. Ou bien en anglais, on dit pas for sale. Si on veut traduire par exemple de l'arabe en anglais ou bien du français, c'est-à-dire, je dirais les phonèmes gardent leur transposition ou bien leur prononciation. Mais ici dans la transposition, non. Le mot change, c'est-à-dire radicalement il change. 2. La modulation. C'est-à-dire le procédé 2, c'est dans l'oblique, c'est la modulation. C'est un procédé qui signifie, c'est-à-dire qui implique un changement de point de vue pour éviter l'erreur et de tenir compte des différentes expressions entre les deux langues. Par exemple, entre l'abstrait et le concret, du parti au tout, c'est-à-dire au général, mineur, général, et comme ça. Par exemple, on dit fireman en anglais, on dit sapeur-pompier en français, on dit en anglais fireman, en arabe on dit rajul al-itfa, on dit en français on dit sapeur-pompier, ou bien pompier. Vous remarquez qu'il y a, je dirais, un changement bien par rapport à la langue de départ. Il y a une petite ressemblance à la langue de départ, à la langue d'arrivée. Lorsqu'on dit fireman, il y a fire qui veut dire, c'est-à-dire le feu. Et man veut dire un homme. Mais en arabe, on dit man. On a man qui est rajul, fire. ما فيش رجل النار. Non, il y a fireman. Fireman رجل الإطفاء. الإطفاء من جهة ما نش عارفين. C'est-à-dire fireman رجل الإطفاء. Sapeur ou bien pompier. Pompier. Vous voyez, il y a par rapport à la langue de départ, à la langue d'arrivée, il y a une grande différence. L'essentiel, ce que vous devez retenir, c'est juste des exemples pour connaître, c'est-à-dire l'appartenance du procédé exact et faire les différences entre les procédés. Maintenant, 3, la traduction par l'équivalence, c'est un procédé qui signifie traduire un message dans sa globalité ou bien dans sa généralité ou bien dans sa totalité. Je dirais, le traducteur doit comprendre bien la langue de départ et la langue d'arrivée, c'est-à-dire par rapport à son lexique, le lexique qu'il détient, ou bien les mots et la façon, ses capacités, c'est ça, ses capacités langagières doivent être bien riches et pour bien traduire entre les deux et c'est-à-dire remettre le même sens et garder le même sens et je dirais l'équivalence de deux textes, c'est ça. Ça c'est la traduction par l'équivalence. Je dis, on prend par exemple, on dit quoi de neuf, en anglais devient WhatsApp. Par exemple, un autre mot formidable, en anglais on dit great, ou en arabe on dit ra'i'. Par exemple, on a cette
l'expression tel père, tel fils, en arabe on dit هذا الشيء من ذاك الأسد, etc. Puis le dernier procédé, c'est l'adaptation, la traduction par adaptation. C'est un procédé qui signifie il substitue, c'est-à-dire remplace, substitue une autre réalité culturelle à celle de la langue source. Il utilise la récréation. Par exemple, on dit salut, assalamu alaykum. Point. De cette manière, on a terminé les deux procédés direct et oblique et tous ces constitutifs, bien ces composantes. Ce que vous devez retenir, mes amis, ce que vous devez retenir et les garder dans vos mémoires, c'est juste les définitions qui doivent être des définitions brèves et dont vous ne devez pas étaler ou bien dire beaucoup de mots ou beaucoup de phrases, juste vous mémorisez. Vous devez mémoriser ces procédés que je viens de citer maintenant, parce que c'est très important et c'est facile à les retenir. C'est un lexique qui est un lexique abordable et à l'échelle, je dirais, au niveau de tous nos camarades et tous étudiants de spécialité langue française qui veut adapter, qui veut se propager, développer son lexique avec le temps. Vous ne devez pas chercher d'autres mots ou bien d'autres registres. Ne fourvoyez pas ou bien vous ne perdez pas votre mémoire, votre énergie dans, c'est-à-dire les registres, parce que les registres sont difficiles. Et ce que vous devez retenir et garder dans votre mémoire, c'est avec le temps, votre niveau augmente. Comme ça, petit à petit, vous trouvez que vous possédez une façon d'exprimer, d'utiliser plusieurs mots en même temps. C'est avec le temps. Bon, maintenant, je crois c'est le dernier concept par rapport à la traduction, la qualité d'un traducteur. Les qualités. C'est-à-dire les qualités, on parle, je dirais, quelles sont les qualités? Je dirais les qualités d'une personne, les caractéristiques, je dirais les points forts, ce qui distingue, ce qui le distingue des autres, c'est ça, la qualité, on dit la qualité d'une chose. La qualité, c'est-à-dire les choses que vous devez posséder en vous comme faculté, comme compétence, et pour que vous arrivez à vous projeter vers ce qu'on appelle la performance. Bon, les qualités d'un traducteur, une très bonne connaissance et information de la langue de départ. Ça, c'est très important, parce que vous devez procéder à une traduction. C'est-à-dire, si vous n'avez pas une bonne connaissance à la langue, alors il faut baisser les bras. Ah oui, parce que la traduction, c'est quoi? La traduction, mes amis, ça ne veut pas dire qu'un traducteur, c'est une bibliothèque, je sais pas moi, il possède un mille verbes dans sa mémoire. Non, la traduction, c'est juste un outil où, c'est-à-dire le traducteur s'en sert de cet outil pour traduire, bien sûr, en utilisant un lexique qui est un lexique, je dirais, différent d'un chercheur, ou bien un apprenant, ou bien un intervenant, ou bien un enseignant. C'est ça. Il n'y a pas de grandes choses, ou bien il n'est pas, c'est-à-dire pour son niveau de langue, il n'est pas, comment dirais-je, qui est un niveau, c'est-à-dire impénétrable, ou bien qu'on ne peut pas l'acquérir un jour ou non. Non, c'est par rapport à son niveau, c'est
il était un étudiant, puis il est devenu un apprenant, bien un intervenant, bien un chercheur. Et comme ça, avec le temps, il s'est développé ses capacités et il a utilisé, ou bien il a choisi la traduction comme spécialité. Et c'est ça, en spécialisant dans le domaine, vous commencez à avoir une qualité d'un traducteur. C'est la même chose par rapport à quelqu'un qui, par exemple, enseigne la linguistique. Alors, la linguistique, vous remarquez que les gens les enseignants qui enseignent la linguistique, si si on parle, s'il évoque la grammaire ou bien la phonétique, ils ne sont pas spécialisés dans la phonétique. Vous trouvez qu'il y a des choses les échappent, ou bien qu'ils échappent de leur de leur vocabulaire, oui, c'est ça, et de leur capacité, parce qu'ils sont pas spécialisés dans cette spécialisation qui est la phonétique ou bien la linguistique ou bien d'autres. C'est-à-dire chacun, tout dépend de sa spécialiste, pardon, de sa spécialité, c'est ça. Euh, alors, restons sur la qualité d'un traducteur. On a dit très bonne connaissance de la langue de départ. Deux, très bonne connaissance de la langue d'arrivée. Bien sûr, lorsque vous voulez traduire les deux, un texte, c'est la même chose, vice versa. Puisque vous voulez entamer avec une langue, par exemple français, vous devez posséder les clés, comment dirais-je, les secrets, ou bien les clés, ou bien les nuances, ou bien tout qui encadre cette langue. Voilà, la même chose, la langue d'arrivée, si vous voulez traduire en arabe, vous devez être, comment dirais-je, capable à maîtriser, on parle de maîtrise, c'est ça, la maîtrise de la langue d'arrivée. C'est-à-dire, vous êtes obligé de maîtriser les deux. Et puis on arrive à la connaissance générale. Une connaissance générale, ici l'auteur il parle de la connaissance, il parle des connaissances, on dit les connaissances, l'information, une culture générale, dans tous les domaines, être avoir bien sûr une mémoire solide, une mémoire qui garde qui garde bien les thèmes et les concepts et qui arrive à mémoriser rapidement parce que c'est très important, et aussi avoir une connaissance, pourquoi pas dans tous les domaines, c'est faisable. Si on parle de la médecine, vous pouvez acquérir des mots. Le lexique, on parle de la pharmacie, on parle de l'aéronautique, on parle de la mécanique, on parle, je sais pas moi, de la littérature, de la monarchie française, la monarchie, différentes périodes historiques, on parle c'est-à-dire avoir une culture générale dans tous les domaines, et aussi il faut focaliser sur le lexique parce que c'est très important. Qu'est-ce que vous avez par exemple, si vous connaissez par exemple l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais vous ne pouvez pas exprimer, soit oralement ou bien écrit, alors je pense que c'est comme on utilise le mot, c'est vain. C'est vain, c'est-à-dire vain, A-I-N, c'est-à-dire c'est inutile. C'est une information inutile que vous ne pouvez pas, c'est-à-dire l'utiliser. Alors, ici on parle de lexique, c'est-à-dire que vous avez une culture de la Deuxième Guerre mondiale, mais vous aurez, par rapport à la langue vous devez avoir le lexique. Ici, entre parenthèses, lorsqu'il s'agit de la traduction, alors bien sûr, on parle de deux langues. Parce qu'on ne peut pas traduire, c'est-à-dire en utilisant une seule langue. Ça, c'est pas une traduction. Ça, c'est pas une traduction. Elle existe, mais elle a une autre signification, une autre, comment dirais-je, une autre approche. Alors, ici, on parle de deux langues. Lorsque vous voulez traduire, procéder à la traduction, vous devez connaître les deux langues minimum.
connaissance générale, plusieurs domaines, capacité, performance, etc. Bonne aptitude à la recherche. Vous devez être, comment dirais-je, vous connaissez les clés ou bien les débouchés de la recherche, parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire quelqu'un qui veut acquérir de l'information, c'est bien par exemple sur l'internet. C'est difficile si on connaît pas la source exactement, ou bien le mot, comment on doit l'écrire correctement, alors on tombe sur des informations erronées, c'est ça. Et puis aussi, c'est-à-dire une, qui est une autre, je dirais, une autre attitude qui est la patience. Être patient, parce que ça nécessite la patience, la traduction, parce que si vous êtes en train de traduire un texte, par exemple, ici, par exemple, il y a ce qu'on appelle la philologie, c'est l'étude des textes anciens. Alors, par exemple, si vous avez un texte écrit en latin, alors vous êtes obligé de faire des recherches pour trouver bien les mots, la correspondance, comment les mots correspondent exactement aux termes et comment les employer, éviter les nuances et les erreurs. Mes amis, on est arrivé au terme de cette vidéo. Je vous remercie du fond de mon cœur et je vous souhaite le succès, le bonheur et la prospérité et tout le bonheur dans la vie et dans votre cursus d'études langue française. Et espérons avec vous comment dirais-je, développer notre compétence bien sûr, notre lexique, et connaître cette adorable langue avec le temps. Et je vous conseille aussi de ne pas oublier votre langue votre langue matérielle qui est l'arabe, qui est la langue de notre cher prophète, que le salut soit sur lui, et notre religion, qu'il ne faut pas les négliger, parce que c'est grâce à elle que nous survivrons pour demain et après-demain, et c'est ça. Il ne faut pas oublier d'où vous venez, et c'est ça, toujours être, comment dirais-je, rendre hommage et être, comment dirais-je, le mot il m'échappe, voilà, de rendre votre gratitude, oui, présenter vos gratitudes c'est ça, à vos ancêtres, et c'est l'essentiel, mes amis. On ne va pas étaler trop, on a terminé, on est arrivé, je crois, à 1 heure de un cours, 1 heure, c'est bien, c'est un cours qui est destiné en deuxième année. Pour eux, c'est juste garder, c'est par rapport à les deux semestres, mes amis. Hein. Il y a je pense que j'ai pas ajouté juste des traductions des sourates, des versets du Coran, parce que ils sont disponibles sur la toile. Vous pouvez juste mémoriser quelques sourates comme ça pour connaître, c'est-à-dire en cas, je sais pas, peut-être vous aurez comme question dans les examens, faites la traduction de la sourate Al-Fatiha, bien. Et c'est ça, vous aurez comme ça comme des cours à la fin d'année. L'essentiel, ce que vous devez retenir, c'est on a évoqué les grands concepts de la traduction par rapport aux deuxième année. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.